depuis l'âge de 25 ans, rêvait à l'Europe, allait dans des réunions de jeunes chrétiens démocrates européens, pensait que l'Allemagne a une chance de revivre qu'une partie de l'Europe. Quand Ursula von der Leyen, sa jeune ministre, enfin les merveilleusement jeune d'allure, enfin elle a quand même la cinquantaine, mais a dit oui, il faut faire les États-Unis d'Europe, voilà un mot qui n'aurait jamais passé la barrière de ses dents. Parce que Ursula von der Leyen est la fille d'un dignitaire de la démocratie chrétienne adénoérienne, Albrecht. Elle a été élevée dans cette idée, elle non. Et c'est pourtant elle qui va devoir le faire. Quant à Nicolas Sarkozy, même si son gaullisme était matinée de pragmatisme et un peu de libéralisme, on ne sait pas trop, mais en tout cas, une chose fait qu'il adhérait profondément aux institutions de la Ve République, c'est l'idée que le président de la République française est empereur en son royaume. Hein, c'est pour reprendre un vieux terme de l'ancienne France. C'est le président qui décide, c'est le président qui finalement fait les arbitrages budgétaires, c'est le président qui fait monter les dossiers à l'Élysée. Alors, rassurez-vous, c'était fait avant Nicolas Sarkozy. Mais dans l'hypocrisie, quand même, qui est l'hommage que le vice rend à la vertu, on prétendait non, il y a un ministre en charge, etc. Pendant ce temps-là, l'interministériel et les téléphones marchaient. Eh bien, tout cela, ça aussi, Nicolas Sarkozy va être comme Angela Merkel, c'est l'homme qui tire un trait là-dessus. Car, bien entendu, on parle de 6ème République, bon, laissons la 6ème République, laissons les constructions. Mais voulez-vous me dire ce que sera le président de la République française lorsque le budget sera élaboré dans un comité ad hoc par ce que Jean-Claude Trichet, toujours franc, a appelé un ministre des Finances européen, qui sera probablement pas français pour commencer, parce qu'on voudra quelqu'un pas trop dépensier. On va peut-être lui. Voulez-vous me dire ce que sera le président de la République quand il y aura un ministre des Affaires étrangères européen que nous aurons imposé en compensation, qui sera peut-être Alain Juppé? Je dirais que ce sera un primus inter pares. Et ce ne sera plus le président de la République française que nous l'avons connu. La France ne pourra plus décider qu'elle, sur un trait de plume, elle embauche 200 000 emplois jeunes à la SNCF avec des maillots canaris pour contrôler les voyageurs et les emmerder quand ils doivent se presser pour chasser pour prendre leur train. Elle ne pourra plus dire je crée 200 000 emplois, c'est-à-dire que je prends des impôts aux uns pour créer des emplois précaires de d'autres. C'est fini, Schluss, pour dire les choses en allemand. Nous sommes arrivés à une autre période de l'histoire politique. Mais les Allemands, c'est fini aussi, c'est fini finalement de vendre des Mercedes et puis d'aller en vacances aux Baléares et de considérer que l'Europe n'a qu'à bien se débrouiller et continuer à acheter des Mercedes en monnaie forte. Donc, nous sommes arrivés à un degré de solidarité entre Européens qui suppose une autre gouvernance. Et la question qui a été posée était donc pleine de sens. Est-ce que cet homme et cette femme, qui ont un parcours politique l'un et l'autre très honorable, mais qui n'est pas européen, ni pour l'un, ni pour l'autre, c'est pour ça le prestige d'Henri Guénaud sur le président est évident, c'est pas Jean-Claude Trichet. Juste je vais donner la parole, mais tout de suite, mais je suis allé voir Jean-Claude Trichet à Francfort, une année où je revenais d'Iran, et le hasard fait que l'avion de Téhéran n'allait pas à Paris, mais à Francfort, donc j'en ai profité pour le voir. C'était 2 ans avant l'élection de Nicolas Sarkozy en 2005. Et alors là, je ne lui avais rien demandé, il m'a dit, mais vous avez vu quand même, ce Sarkozy, c'est Bonaparte au pont d'Arcole, quelle fougue. Vraiment, c'est lui qu'il nous faut pour bousculer un peu les choses. C'est Jean-Claude Trichet qui m'a converti au sarkozysme de ce moment-là. Et puis après Nicolas Sarkozy est arrivé, il n'a pas cessé de faire la guerre, comme tous ses prédécesseurs, à Jean-Claude Trichet. Le pouvoir d'un directeur de la Banque Centrale Européenne sur la politique économique du pays, fût-il français, fût-il patriote français comme est Jean-Claude Trichet, était insupportable. Eh bien, il va falloir le supporter. Car ce n'était qu'un début. La suite, c'est que nous allons faire une politique financière, évidemment une politique étrangère, et une politique du court qui sera européenne. Et si vous me permettez d'usurper la parole encore une seconde, je ne pense pas que des coalitions héritées de la Révolution française, la droite, dure, molle, la gauche, dure, molle, sont destinées à survivre éternellement. Je vois aujourd'hui qu'en Italie, le président Napolitano, communiste historique s'il en est, collabore avec le patronat italien pour créer un gouvernement euro-compatible. Je vois que, et ce sera une coalition, je vois que le Parti social-démocrate et les Verts ont apporté un soutien sans faille à la politique européenne d'Angela Merkel, qui n'est loin de recueillir l'unanimité dans son propre camp. Et je vois qu'en France aussi, la question européenne divisera profondément à droite et à gauche. Autrement dit,
Il va naître, il naît déjà, nous l'avons déjà en réalité, mais nous ne la voyons pas. Nos yeux ne sont pas encore accoutumés, comme quand la pénombre oblige à changer le programme un peu ophtalmologique. Eh bien, nous avons des coalitions européennes qui sont en train de naître. Et ce ne sont pas des magouilles, ce ne sont pas des ententes éphémères, c'est la véritable figure de la vie politique du XXIe siècle. Et ne lamentons pas, nous sortons d'un cauchemar qui a commencé en 1914, quand la France et l'Allemagne, les deux plus grandes puissances du continent, ont décidé de se suicider ensemble. Ça nous a amené jusqu'en 1945. Après, nous avons été placés sous tutelle des États-Unis. Il fallait aller en Amérique apprendre, dans le cadre du plan Marshall, faire des efforts de productivité. Maintenant, plus personne ne viendra nous aider. Et la France et l'Allemagne vont peut-être s'entendre. Et c'est peut-être la fin d'une longue période d'éclipse. Merci beaucoup Michel Samar, merci beaucoup Alexandre Adler, merci beaucoup Philippe de Sertine. Alors Bernard Comollet, c'est à vous que nous devons cette conférence où nous avons appris beaucoup de choses. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses. On a surtout appris avec la conclusion d'Alexandre Adler qu'on allait sortir d'un cauchemar, et c'est peut-être le rêve qu'évoquait Philippe de Sertine en introduction. Écoutez, merci, bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être là. C'est un grand plaisir, un honneur pour nous tous les ans d'animer un petit peu ce forum. Merci surtout à nos intervenants, on connaît bien maintenant, Alexandre Adler, Michel Saint-Marc, je crois que c'était tout à fait passionnant de cette vision à la fois financière, économique, et aussi vision du monde. Hein. C'est Weltanschauung, dirait M. Adler, qui parle allemand fluent. Tout cela, on doit être très modeste, si vous voulez, devant tout cela. Ce que je comprends, c'est que la gouvernance européenne a besoin d'être revue, et là-dessus, tout ce que je pourrais vous dire serait bien pauvre par rapport à ce qui a été dit. Un petit mot peut-être sur les banques. Je ne suis pas du tout missionné pour ça, je ne suis que responsable de la Caisse d'épargne d'Île-de-France et pas de la SBF. Les banques aujourd'hui sont certainement en première ligne. Je dois dire qu'elles font quand même tous les efforts possibles pour qu'il n'y ait pas de sujet, et de fait il n'y en a pas beaucoup, parce que disent au fond les marchés? Les marchés demandent aux banques françaises d'avoir un ratio de solvabilité de 9% de leurs fonds propres par rapport à leur crédit, qui est le ratio qui devait être imposé dans Bâle 3 en 2019. Et toutes les banques françaises, à ma connaissance, au fond il y a 5 grands groupes français, sont tous, sans exception, en position de pouvoir le faire d'ici juin 2012, avec leurs propres moyens, c'est-à-dire au fond les bénéfices mis en réserve, les économies qu'elles peuvent faire sur leurs actifs moyens pondérés et le recours qu'elles peuvent avoir à leurs actionnaires ou à leurs sociétaires. Donc ce seuil-là, il permet de se passer du concours de quiconque et notamment des États. Sauf que ce que j'entends, y compris dans vos lignes, aux uns et aux autres, c'est que c'est pas forcément ce que les marchés réclament, et qu'au fond, la raison ne peut pas toujours être suffisante et qu'il faut parfois donner au marché ce qu'il réclame, même quand ce n'est pas nécessaire. Et là, il y a forcément un petit point d'interrogation sur l'aide éventuelle que les États pourront apporter aux banques. Encore même qu'on n'en a pas besoin, il n'est pas impossible que les marchés continuent leur pression pour le demander. Alors il reste ensuite ce qui a été fort bien expliqué par les uns et les autres, c'est l'incidence des attentes des marchés sur la prise en compte par tous les acteurs, y compris les banques de dette souveraine. Au fond, ce que je comprends, c'est que dans le cas le plus dur, on demandera aux banques de marquer au marché l'ensemble des souverains dans leurs comptes. Tout cela est aussi intégré, je crois, dans le plan de l'ensemble des groupes bancaires français. Et la Grèce est un choc que tout le monde peut supporter. C'est sûr que s'il y a la Grèce plus l'Espagne plus l'Italie et que tout cela tombe en même temps, de toute façon, moi j'ai des commissaires aux comptes qui ont l'habitude de dire qu'ils ne savent pas provisionner la fin du monde non plus électionnelle. Je crois que ce qui a été dit aujourd'hui et que je trouve très rassurant, c'est qu'au fond, cette difficulté va sans doute conduire les États européens et notamment le couple franco-allemand à prendre des mesures, je dirais, de grands garçons, parce qu'on est en première ligne maintenant, pour qu'avec les acteurs économiques, dont les banques, on trouve une solution qui permette de sortir de cette crise. On est au pied du mur, mais ce n'est pas un mur qui, pourtant on est dans une position qui est très exposée, je veux dire que ce n'est pas un mur qui nous effraie. Je pense qu'on a les moyens de le faire.
pas faire de la pub non plus pour mon établissement, mais pour vous toutes et tous qui ont peut-être, et dans ce cas-là, c'est une bonne chose, un compte à la Caisse d'épargne, vous ne risquez rien. Merci à toutes et à tous, merci, on se retrouve. Merci beaucoup Bernard Comollet, et merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux pour cette conférence, et merci à nos intervenants. On peut applaudir encore une fois. We walk forever. We desire.